Bonjour à toutes et à tous. Avec les élus de l'Institution de l'Ordre des Architectes, nous vous accueillons avec un grand plaisir à cet événement en direct. L'Ordre des Architectes est dans l'action. Cet événement en direct est le 5e, déjà, d'une série de webinaires mensuels ouverts à toutes et à tous qui traitent les sujets d'actualité pour être auprès des architectes dans leur agence, ainsi que les autres acteurs du cadre bâti. Nous vous retrouvons chaque premier mercredi du mois à 18 h. Je vous annonce que le prochain webinaire, le mercredi 4 mai, sera l'occasion d'échanger sur les programmes Petites Villes de demain et Action Cœur de Ville et sur le rôle de conseil de l'architecte. Donc le 4 mai, à noter dans vos agendas. Pour en revenir à ce soir, nous sommes ravis de vous retrouver aussi nombreux. Vous êtes plus de 1600 inscrits ce soir. Ça dénote l'intérêt de ce sujet, de la dématérialisation des autorisations d'urbanisme. Cet événement valant comme formation complémentaire pour les architectes, un email vous sera envoyé demain et tiendra lieu d'attestation. Pendant le webinaire, vous pouvez poser des questions dans le module de questions-réponses Q et R, le bouton qui est en bas de votre écran. La plupart des questions obtiendront réponse par écrit ou par oral en suivant. Et d'autres questions demandant plus d'approfondissement seront peut-être l'occasion de communiquer ultérieurement dans notre newsletter hebdomadaire, par exemple. Un replay de ce webinaire sera en ligne à la fin de la semaine sur la page d'accueil du site de l'ordre, architecte.org, comme pour tous les autres webinaires précédents. Je remercie toute l'équipe qui œuvre à chaque webinaire avec professionnalisme. Je suis ravi d'animer ce webinaire avec Vincent Tofaloni, secrétaire du Conseil national de l'Ordre des architectes, et Valérie Flicoteau, vice-présidente du Conseil national. Et vous retrouverez aussi Maxime, qui est juriste au Conseil national, qui va prendre la parole. Et Vincent vous présentera notre invité de ce soir. Et aussi Jean-Baptiste Griesmar, qui vient de la région PACA et qui va nous présenter une initiative un peu plus tard. Avant de leur passer la parole, en 1 minute, je voudrais vous parler de quelques clés historiques et explicatives autour du sujet d'aujourd'hui. En 1902, le permis de bâtir est instauré. Le délai d'instruction est de 20 jours à l'époque. Différentes étapes, en 1919, 1924, 1943 et 1945, transforment le permis de bâtir en permis de construire sous sa forme moderne et l'uniformisent en France. Au début des années 80, l'instruction du préfet avec la DDE aux communes à la signature du maire. Vers 1980 également, la déclaration de travaux est instituée comme une forme simplifiée de permis de construire pour les interventions modestes. En 2007, elle s'appelle déclaration préalable de travaux. Le CERFA maintenant, c'est le Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs, CERFA. Le formulaire CERFA tel que nous le connaissons est instauré autour de l'an 2000, mais le carnet de santé ou la feuille de soins des médecins sont aussi des CERFA et existent depuis très longtemps. La dématérialisation commence en France en 2001. Le passage du papier au numérique devient une décision d'État. Si vous vous posez la question des aspects environnementaux de la dématérialisation, je vous recommande les écrits sur ce sujet de l'ingénieur Philippe Biwix, qui pour moi représente une référence sur ce sujet. Je vais passer la parole à Valérie Flicoteau, vice-présidente de l'Ordre national, qui va aborder le rôle de l'Ordre dans la dématérialisation. Pardon. À toi, Valérie. Oui, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver et ravi de voir que vous êtes si mobilisés ce soir. Alors effectivement, le permis de construire, c'est un acte qui concerne directement les architectes puisque ça touche au monopole des architectes. Du coup, on a été des acteurs du passage à la dématérialisation des autorisations d'urbanisme qui est l'une des dernières dématérialisations des services de l'État et qui est très compliquée à mettre en œuvre parce qu'elle demande de faire interagir plusieurs acteurs en même temps. Donc ça, je pense que M. Coste nous expliquera un petit peu cette complexité. Donc vous avez vu les nouveaux CERFA, les choses, il n'y a pas grand chose qui change en fait pour vous, sauf que il y a un vrai changement de paradigme pour les architectes qui sont liés au fait que c'était pas envisageable de pouvoir faire une signature numérique sur les documents CERFA. Du coup, c'était compliqué de pouvoir rattacher d'un côté un nom d'architecte et un numéro d'ordre à un permis, à un projet spécifique. Ça ouvrait la porte à beaucoup de risques de fraude, d'utilisation frauduleuse du numéro d'inscription à l'ordre d'un architecte qui est un numéro public auquel tout le monde a accès. Le numéro d'ordre, c'est quand même l'identifiant qui est mis en valeur sur le
le tableau de l'ordre. Donc, pour pallier à, d'un côté, cette impossibilité technique d'avoir une signature manuelle électronique comme on a, nous, sur d'autres documents, notamment sur toute la dématérialisation des marchés publics, mais qui n'était pas accessible au document CERFA, puisqu'in fine, le document CERFA doit être signé par le pétitionnaire, au premier rang desquels les particuliers qui font un CERFA. Donc, c'était compliqué, la voie de la signature électronique. Du coup, on a trouvé cette nouvelle, on s'est appuyé sur la loi LCAP qui oblige les architectes à déclarer leur permis de construire au Conseil de l'Ordre. Cette déclaration vous permet de recevoir un numéro unique qui sera, on a travaillé avec les services de l'État pour que ce numéro unique soit la clé d'identification du projet. Et donc, c'est bien la même valeur que votre signature qui met en relation d'un côté un architecte et de l'autre côté un projet. Donc, ça a demandé des petits ajustements techniques et pas mal d'échanges entre nos services. Et aujourd'hui, on est arrivé, on est très content et on est très content d'accueillir justement Monsieur Coste qui va nous parler un petit peu de l'ensemble de la dématérialisation. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci Valérie et bonsoir à tous. Donc, effectivement, je vais bientôt passer la parole à Monsieur Coste, donc de la direction générale à la DGLN, pardon, il est directeur du programme de dématérialisation et de l'autorisation du droit des sols. On passera aussi tout à l'heure la parole à Jean-Baptiste Grismar qui est du CROI Provence-Alpes-Côte d'Azur et on regardera un petit peu comment peuvent fonctionner les relations avec les services instructeurs et notamment l'initiative qu'ils ont eue de cartographier un petit peu le fonctionnement des services instructeurs. Si on a demandé à M. Coste d'intervenir, c'est qu'il nous semblait important qu'on replace la problématique de la dématérialisation dans le fonctionnement des fois un petit peu en back-office qui peut exister et que vous ne voyez pas forcément directement quand vous avez des échanges avec les services instructeurs ou les collectivités, mais qui peuvent expliquer un petit peu le fonctionnement actuel et les attendus de la dématérialisation, que vous compreniez aussi dans quel contexte se place cette dématérialisation, que ce soit pour les collectivités qui ont l'obligation d'y recourir ou celles qui ne l'ont pas encore. Donc, je vais lui laisser la parole. Je réinterviendrai après Jean-Baptiste avec Maxime Dutilleul, donc juriste au Conseil national, pour reparler un petit peu des récépissés. Donc, voilà, je vois que M. Coste prend la main pour commencer sa présentation. Je lui laisse donc la parole. Merci. Oui. Bonjour à tous, merci. Donc, je suis effectivement directeur du programme dématérialisation du permis construire en ligne. Je vais vous présenter les objectifs de ce programme, les fondements juridiques et aussi pourquoi en fait on a dématérialisé en fait cette demande d'autorisation d'urbanisme, la chaîne d'instruction avant le 1er janvier 2022 puisqu'on avait une échéance importante qu'on vient de dépasser, mais il faut encore travailler pour accorder un maximum d'acteurs, en fait, on le verra. On va évoquer aussi la chaîne de traitement depuis cette échéance du 1er janvier 2022. On va évoquer Plateau, donc, qui est au cœur en fait, du système, qui permet au système d'information métier des acteurs impliqués par l'instruction d'interagir entre eux. En fait, c'est le cœur en fait, du programme Démat ADS. Les bénéfices attendus de la dématérialisation, on évoquera l'introduction du numéro de récépissé de l'ordre, donc on l'a un peu évoqué, et le service numérique du GNOA qui pourrait intégrer aussi la chaîne dématérialisée. Donc les objectifs de ce programme, c'est évidemment de donner la possibilité aux usagers de déposer leur demande d'autorisation d'urbanisme de manière dématérialisée, que ce soit aussi bien pour un certificat d'urbanisme, une déclaration préalable ou un permis de construire. Et depuis le 1er janvier 2022, donc toutes les communes doivent être en mesure de proposer en fait un dépôt par voie dématérialisée. Et pour celles de plus de 3500 habitants, il faut aussi qu'elles assurent une instruction sous la forme dématérialisée.
Donc, les fondements juridiques, c'est d'abord donc la saisine par voie électronique. Donc, la saisine par voie électronique, c'est un droit qui est général, qui ne touche pas que les demandes d'autorisation d'urbanisme. C'est régi par un code, le code des relations entre le public et l'administration. C'est une possibilité qui est offerte aux pétitionnaires de saisir par voie dématérialisée l'État ou une collectivité selon des modalités qui sont mises en œuvre, évidemment dans le respect d'un cadre général. Pour les demandes d'autorisation d'urbanisme, ce droit il est applicable depuis le 1er janvier 2022. Il coïncide aussi avec l'obligation qui est inscrite dans la loi Elan et elle s'applique à toutes les collectivités. À partir de cette date, un usager pourra déposer sa demande, en fait, toujours au format papier. C'est, je le répète, une possibilité qui est offerte à l'usager, mais une obligation pour les administrations. La loi Elan, donc ça a été codifié dans le code de l'urbanisme à l'article L423-3 et ça s'applique uniquement aux communes de plus de 3500 habitants. L'objectif, c'est d'aller plus loin que le dépôt par voie dématérialisée et d'imposer en fait une téléprocédure pour ces communes qui permet en fait, parce que maintenant on parle au présent, de recevoir et d'instruire sous forme dématérialisée des demandes d'autorisation d'urbanisme. Donc, c'est en fait d'obtenir une chaîne de traitement dématérialisée des demandes d'autorisation d'urbanisme. Un petit zoom sur la chaîne en fait, de l'instruction avant le 1er janvier 2022. Donc, on avait effectivement, on a toujours un nombre d'acteurs important. C'est une des caractéristiques des demandes d'autorisation d'urbanisme. Donc, on a le pétitionnaire qui pouvait déposer au guichet unique de la mairie ou sinon, il pouvait aussi l'envoyer par courrier. Après, éventuellement, le dossier était déclaré incomplet, donc il y avait un retour par courrier du guichet unique vers le pétitionnaire. Le guichet unique devait aussi envoyer le dossier pour l'instruction au centre instructeur. Le centre instructeur est chargé de lancer les différentes consultations. Il y a jusqu'à 40 services qui peuvent être consultés. Ensuite, transmission d'une proposition de décision à l'autorité compétente. Transmission aussi au contrôle de légalité pour vérifier la conformité des actes par rapport aux règlements et aux lois. Et enfin, mon téléphone sonne, je vais l'éteindre immédiatement. Et ensuite à la fiscalité pour payer les taxes. Donc ça, c'est ce qui existait en fait avant le 1er janvier 2022. Donc ce qu'on peut voir, c'est que il y a évidemment des délais d'instruction et toutes les transmissions papier prenaient beaucoup de temps et grévaient finalement ce délai d'instruction. Depuis donc le 1er janvier 2022, on a donc un circuit qui est dématérialisé et surtout le partage d'un dossier unique de manière simultanée avec tous les acteurs de la chaîne. Donc, le pétitionnaire en fait va pouvoir déposer, grâce au portail proposé par sa commune, une demande d'autorisation d'urbanisme. Après, il y a une transmission qui est réalisée en fait au centre instructeur. Le centre instructeur peut, grâce à Plateau, donc on fera un petit zoom sur cette plateforme des autorisations d'urbanisme, peut solliciter des services consultables. Il peut solliciter par exemple l'architecte des bâtiments de France, le service incendie et secours, les gestionnaires de réseau qui ont raccordé leur outil à Plateau. On a le retour de cette consultation sous forme d'avis qui revient au service instructeur, aussi grâce à cette plateforme Plateau. L'outil ACT qui sert au contrôle de légalité est aussi raccordé à Plateau. Donc, on a les différents acteurs qui ont raccordé en fait leurs outils à cette plateforme Plateau et qui jouent le rôle finalement en fait de poste, mais c'est plus que ça puisque Plateau aussi stocke à la fois les données mais aussi les pièces du dossier et le stocke avec une version. Donc, tout est versionné, horodaté et il y a aussi des empreintes qui sont déposées sur les binaires pour garantir l'intégrité des documents. Voilà brièvement un petit peu la chaîne
dématérialisé. Alors, tout ça pour dire que ça ne s'est pas mis en place depuis le 1er janvier 2022. Hein, des communes étaient déjà raccordées avant cette date, sauf que voilà, maintenant, on est quand même, on a près de 10 000 dossiers qui sont déposés et 7 000 consultations déjà réalisées via Plateau. Quelques aussi points, ce qu'on a proposé, nous, en tant que ministère de la Transition écologique, on a proposé à ADO aussi, qui se trouve sur servicepublic.fr, qui permet à un pétitionnaire de constituer son dossier à partir de questions. Au lieu de lui donner en fait un formulaire à remplir, il va qualifier finalement son dossier avec des questions et l'outil ADO va renseigner le formulaire à sa place et lui indiquer quelle pièce aussi il doit fournir. Et finalement, c'est ADO qui va décider s'il est sous le régime du permis de construire ou de la déclaration préalable. On a aussi Aviso. Aviso, donc c'est un autre module de cette suite logicielle qu'on a appelée XO pour autorisation d'urbanisme. Ça permet à des services consultables qui n'ont pas d'outils métiers, par exemple toutes les commissions dont le secrétariat est assuré par les directions départementales des territoires, de consulter un dossier de demande d'autorisation d'urbanisme de manière dématérialisée et de rendre aussi un avis de manière dématérialisée. Donc, on a été assez, on va dire, dynamique dans la dématérialisation de cette chaîne. On a à la fois une plateforme générale, mais aussi des modules pour aider en fait les acteurs de taille plus modeste et qui rendent moins d'avis, quand même, de rentrer dans cette chaîne dématérialisée. Et Rio, donc effectivement, le dernier, qui lui concerne les communes qui ne disposent pas de documents d'urbanisme. Donc, c'est des communes qui sont au règlement national d'urbanisme, qui font appel déjà au DDT pour l'instruction des demandes, et on va leur proposer donc un outil qui s'appelle Rio, qui va leur permettre aussi de traiter les dossiers de manière dématérialisée. Donc, un petit zoom sur donc le cœur du système, Plateau, qui est en fait l'interface unique de partage des dossiers. Donc, ça permet en fait la transmission à la fois des dossiers et aussi des avis de manière dématérialisée entre les acteurs, de manière immédiate et simultanée. Alors, Plateau, c'est complètement transparent pour les utilisateurs, puisqu'en fait, il joue le rôle d'interface, il va connecter en fait les systèmes d'information entre eux. Donc, ce n'est pas un outil d'instruction, c'est un espace de stockage qui permet d'avoir la dernière version du dossier pour l'ensemble des acteurs concernés par l'instruction. Donc, les bénéfices attendus de cette dématérialisation, donc pour les porteurs de projets, c'est avoir un service accessible en ligne à tout moment. On n'a plus besoin de se déplacer. On a un gain de temps et d'argent, plus besoin de se déplacer et aussi d'envoyer en recommandé avec accusé-réception quand son dossier est incomplet ou pour faire sa demande. Une démarche qui est plus écologique dans le sens où on a réduit fortement le nombre d'exemplaires et la taille aussi des dossiers, puisque en fait tout est dématérialisé. Et aussi, ce qui a été reproché par rapport à la version traitement papier, c'est plus de transparence pour le traitement des demandes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir connaître l'état d'avancement du dossier et savoir où il se trouve. Pour les collectivités, les services de l'État et les acteurs de l'instruction, donc c'est des échanges simplifiés entre les acteurs grâce en fait à cette plateforme Plateau, puisqu'on a uniformisé le format d'échange. On a des économies de papier et d'affranchissement, un gain de temps dans le sens où il n'y a plus de ressaisie d'informations. On va récupérer directement la donnée qui a été saisie par le demandeur et on a aussi un recentrage des agents sur des tâches à qui ont une plus grande valeur ajoutée, dans le sens où il n'y a plus de courrier à réaliser et d'enveloppe à ouvrir. Donc, par rapport aux services numériques pour lutter contre la fraude et les signatures de complaisance, donc là, je vais juste, en fait, effectivement, on a modifié les formulaires depuis mars 2022. Donc, on a substitué le numéro d'inscription sur le tableau d'ordre par le numéro de récépissé de déclaration à l'ordre des architectes. Donc, on a convenu avec les éditeurs, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on travaille avec les éditeurs
des logiciels utilisés par les collectivités. Donc, on a introduit en fait cette évolution dans la version de plateau qui est actuellement en production. Donc, les éditeurs se sont adaptés, les formulaires ont été modifiés en ce sens aussi. Donc ça, c'est effectivement une première étape, hein, c'est-à-dire qu'on a un service disponible en ligne. Et ensuite, parce que Plateau, finalement, permet d'interagir entre des systèmes d'information entre eux, on pourrait très bien imaginer un peu plus tard, hein, que le service instructeur, finalement, interroge directement la base de données à travers son outil métier pour avoir une réponse en temps réel dans son outil. Donc, juste un point, pour l'instant, le cadre juridique actuel ne permet pas de faire un contrôle automatique. Il y a bien une volonté, en fait, du service instructeur de contrôler ce numéro. Hop. Voilà. Et donc, effectivement, derrière, il y a le système d'information de l'Ordre des architectes. Donc, j'en ai terminé pour ma part. Et donc, du coup, je pense que vous pouvez reprendre la main. Hop, j'arrête le partage. Maintenant, on va passer la parole à Maxime ou à Jean-Baptiste qui va nous expliquer un petit peu le travail qu'ils font en PACA, qui est assez prospectif avec les communes. Merci Jean-Baptiste. Donc, bonsoir. Effectivement, en région PACA, à l'origine, en fait, les élus, fin octobre, début novembre, voyant l'échéance du 1er janvier arriver, se sont dit, avec notre service communication, si nous réitérions l'expérience de la carte que nous avions éditée pendant la Covid, à savoir l'ouverture des services d'urbanisme. Et nous avons commencé une série de mails à l'ensemble des services d'urbanisme de la région PACA afin de connaître les dispositions qu'elles avaient prises à partir du 1er janvier. On a eu des retours très disparates, très variés. Certains services, certaines communes étaient vraiment prêtes et tout de suite, elles nous ont envoyé le mail avec nous envoyer le mail avec les réponses et les liens. Et d'autres communes, en fait, nous ont fait part de leur inquiétude. Donc, on a envoyé cette carte que je vais vous montrer. Je vais partager mon écran avec les services d'urbanisme. Alors, normalement, si je clique ici, ça fonctionne. On a envoyé cette carte avec la newsletter. On a eu de très très bons retours. On a eu 50% de taux d'ouverture immédiat et 20% de clics, ce qui est très bon sur des newsletters d'architectes. Et on était assez contents parce qu'on a eu l'impression de répondre vraiment à une demande des confrères. Donc cette carte est disponible sur l'accueil de l'Ordre des architectes PACA. Il y a un petit rappel sur les obligations. Et on a une version donc grand écran de cette carte. On utilise un outil qui est gratuit, qui est assez pratique. Au vu du nombre de réponses, nous avons décidé de diviser géographiquement par... on a 6 départements PACA, donc une carte spécifique par département. Lorsqu'on survole avec la souris, on a le nom de la commune qui apparaît. Donc, on voit les départements sur lesquels on a eu beaucoup de réponses, des départements dans lesquels il y a eu un peu moins de réponses. Et c'est une carte qui est mise à jour de façon hebdomadaire. Alors, on survole justement, donc on a les informations. La commune de Saint-Tropez, par exemple, nous donne le lien. Il y a des communes qui ont donné énormément d'informations avec les horaires d'ouverture. Elles nous expliquent qu'à partir du 1er janvier, pour l'instant, c'est par email. Ça, c'est la commune de Hyères dans le Var. Qu'à partir du 2e trimestre 2022, il y aura un site internet qui sera mis en place. On a des communes qui sont déjà, des petites communes qui sont déjà prêtes. Par exemple,
On clique sur le lien et on arrive directement sur l'interface, le guichet numérique qui nous permet de déposer sa demande d'urbanisme. Ce qui nous a surpris alors, c'est que le nombre de communes a entraîné réellement des interfaces qui étaient très différentes. Donc, on a 36 000 communes en France. Nous, on a écrit à la totalité des services d'urbanisme. Et en fait, on s'est aperçu que les éditeurs de logiciels avaient des interfaces qui étaient assez différentes. Donc, on a la ville de Marseille qui a une certaine interface, la ville de Gap qui a une autre interface, le Grand Avignon qui a encore une autre interface. Ça nous paraissait vraiment important, du coup, de faire cette carte et de proposer ce service aux confrères avec justement la possibilité de ne pas chercher l'information à chaque fois et de réunir en un seul lieu cette information. C'est Virginie Festower, notre chargée de communication, que je remercie, qui met à jour cette carte de façon hebdomadaire. Voilà. Et je recoupe mon micro. Bon. Donc, oui, merci Jean-Baptiste. Donc, effectivement, cette dématérialisation et l'obligation maintenant quasi systématique a changé un tout petit peu la façon de fonctionner. Et comme l'expliquait Valérie tout à l'heure, ça a obligé à trouver une façon différente de sécuriser le processus. On l'avait précédemment en tamponnant et en signant le CERFA. La disparition de cette possibilité a permis, on va dire, d'utiliser les déclarations qui étaient faites sur le site de l'ordre. Et on va vous expliquer un petit peu quel est le processus et pourquoi ce processus est apparu. Donc, je vais aussi partager l'écran. Voilà, donc la déclaration des permis de construire sur le site de l'ordre. Pour rappel, c'est un élément qui existe depuis la loi LCAP, donc depuis 2017, et qui est devenu aujourd'hui un élément incontournable. Donc maintenant, je pense que vous avez pu l'expérimenter. L'outil est disponible sur le site de l'ordre, dans votre espace architecte, pour pouvoir faire la déclaration et générer le récépissé et obtenir le numéro qui est maintenant dans les CERFA nouvelle version. On a accompagné ce module de déclaration d'une possibilité pour les services instructeurs de vérifier la conformité des numéros. Donc un site très facilement accessible dans lequel ils peuvent s'assurer que le numéro qui est renseigné sur le CERFA est bien un numéro qui a été déclaré sur le site de l'ordre. Depuis janvier, avec l'intensification de l'utilisation de ces numéros qui étaient restés un petit peu confidentiels, on va dire, précédemment, on a aussi un tout petit peu développé l'outil pour le mettre pour qu'il soit d'une façon générale plus accessible, qu'il intègre aussi, ce qui n'était pas le cas précédemment, les permis de construire modificatifs et les permis d'aménager modificatifs. Et que quand on est installé en société, on puisse déclarer le permis directement au nom de la société. On a complété les catégories de déclaration d'opérations qui étaient prévues et on a surtout automatisé la génération des récépissés à partir du moment où vous étiez identifié.
Les prochains développements qui sont en cours et qui vont bientôt arriver, c'est d'une part d'intégrer maintenant la déclaration des co-traitants sur un projet, hein, ce qui n'était pas le cas précédemment, mais qui n'était pas non plus sur le formulaire papier. Donc ça, c'est le développement qu'on est en train de faire et qui sera, je pense, accessible d'ici quelques semaines. Et donc ça, c'est pour les architectes et la déclaration et la génération de ces récépissés. Et comme le disait tout à l'heure M. Coste, de pouvoir automatiser la vérification des récépissés dans le processus pour les services instructeurs. Le dernier développement qu'on va initier, c'est avec les sociétés d'assurance de mettre à disposition les données qui ont été saisies sur le site de l'ordre pour qu'elles puissent être intégrées dans les déclarations que vous faites auprès de vos assureurs. Donc, ce qui permettra en fait d'éviter d'avoir à ressaisir plusieurs fois les données qui sont aujourd'hui saisies sur le site de l'ordre. Donc ça, c'est des développements qu'on va commencer à mettre en œuvre et qui devraient être actives pour votre prochaine déclaration, puisque sans doute vous êtes tous à jour de vos déclarations d'assurance qui devaient être faites le 31 mars. Voilà. Donc, je vais passer la main à Maxime pour qu'il vous montre ou remontre un petit peu le processus de déclaration sur le site de l'ordre. Et parce qu'on l'a assez peu dit aujourd'hui, la vocation première de cette déclaration sur le site de l'ordre, c'est bien de s'assurer que le numéro unique généré au moment de l'édition du récépissé garantisse que l'architecte qui a déclaré sur le site de l'ordre est bien en capacité de le faire, c'est-à-dire qu'il a les capacités de déposer un permis de construire et que comme c'est une identification qui se fait par le numéro d'ordre et la connexion sur le site architecte, on soit sûr que personne d'autre qu'un architecte puisse générer ces numéros. Voilà, je te passe la main, Maxime, et je vais arrêter mon parcours. Bonjour à toutes et à tous, je suis Maxime Dutilleul, juriste au Conseil national. Je vais vous faire une petite démonstration du module de déclaration des permis, même si on constate que manifestement vous êtes déjà bien emparé de ce petit module de déclaration, puisqu'on constate à peu près 400 saisies journalières. Donc on sent que la profession s'est déjà bien emparée de ce petit outil. Je vais partager mon écran. Alors, on y va. Donc voilà, une fois que vous êtes connecté, donc, le module est hébergé dans votre espace architecte. Donc, il est nécessaire de se loguer ici. Moi, je suis connecté avec un architecte test qui nous sert vraiment à débugger et à tester les applicatifs qu'on vous livre. Aujourd'hui, le module qui nous concerne, c'est le permis de construire. Il est ici. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, ce module de déclaration de permis, il est connecté au tableau. Ce qui veut dire que seuls les architectes inscrits au tableau de l'ordre à jour d'assurance non frappés par une sanction disciplinaire et qui sont autorisés à la maîtrise d'œuvre peuvent accéder à ce module de déclaration. La conséquence directe de ça, c'est que tous les professionnels qui, on va dire, gravitent autour du titre d'architecte et qui parfois exercent dans le champ réservé par la loi sur l'architecture aux architectes ne pourront plus, parce qu'ils ne pourront pas générer de numéro unique. Donc, on garantit quelque chose pour les architectes, pour les services instructeurs et également pour les pétitionnaires. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. On va aller sur le module de permis. Vous allez voir qu'en fait, il y a 4 boutons. Aujourd'hui, vous avez des permis de construire, des permis d'aménager. On a développé une solution aussi pour les permis modificatifs et les permis d'aménager modificatifs, avec la possibilité à chaque fois de lier les autorisations entre elles. Là, vous avez également un bouton « Mes déclarations » qui est en fait l'historique de toutes les déclarations que vous avez pu faire. Là, notre architecte Paul Test, il a beaucoup de modes d'exercice volontairement pour tester un petit peu sur tout. Et vous voyez en fait l'archivage de toutes les déclarations que vous avez pu faire. On retourne sur le module.
Donc, s'il est connecté au tableau, là, monsieur Paul Test, il est conforme. Il a plusieurs modes d'exercice, il est assuré et non frappé par une sanction disciplinaire. Donc, il peut accéder au module. Première solution, il a 2 modes d'exercice. Il y a quelque chose qui a changé pour vous, c'est qu'auparavant, quand vous étiez ici sur un mode d'exercice associé, vous aviez la possibilité de déclarer soit par le compte de la société, soit par le compte personnel de l'architecte. Aujourd'hui, peu importe. Vous utilisez l'un ou l'autre. Les associés exercent pour le compte de la société devient déclarante. Donc, on va le faire en live, ça sera plus parlant. Donc, on va prendre ce mode d'exercice. Vous arrivez sur une page avec 5 étapes. La contrainte de développement, c'était que ça vous prenne 3 à 5 minutes montre en main. Donc, on se limite aux seules informations qui permettent de garantir, on va dire, l'authenticité de la déclaration. L'objet d'une opération, l'identité d'un aménageur ou d'un maître d'ouvrage, une localisation de terrain. Pour le cas qui nous occupe, on va faire un cas simple, une nouvelle construction. On va vous demander une date prévisionnelle de dépôt, sachant que dans les faits, la plupart du temps, vous remettez le dossier de permis de construire à votre client et il peut y avoir une certaine latence dans le dépôt en mairie. Donc, l'idée, c'est de mettre une date. Là, on va le dater au 22, par exemple. Vous avez toujours la possibilité de revenir et de modifier en fin d'opération. Donc, on passe à l'étape suivante. Ici, on va vous demander le type de construction. On a essayé, pour simplifier les choses, de normaliser un maximum de types d'autorisation, de types de construction. L'idée, ce n'est pas de coller aux destinations, aux sous-destinations qu'il peut y avoir dans les documents CERFA, c'est que le service instructeur derrière puisse vérifier que l'opération, elle concorde avec la déclaration. Donc, on va prendre un cas simple, une maison individuelle, par exemple, mais on pourrait aussi prendre un cas un peu plus complexe, c'est-à-dire, je ne sais pas, une opération mixte qui comprendrait du logement en étage et de l'ERP en rez-de-chaussée. Vous avez la possibilité, par exemple, de mettre du collectif, de renseigner un nombre de logements et ensuite de mettre de l'ERP5 avec un type de ERP. Ça fonctionne aussi. Les choix sont multiples, en fait. Plus vous avez de destinations ou de types de construction, plus vous êtes amené à cocher des cases. Donc, on reste sur notre cas simple, une maison individuelle, on sélectionne et on vous demande une simple information qui est la surface de plancher. On passe à l'étape suivante. On va essayer ensuite d'identifier le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'aménageur. Donc là, on va rentrer quelque chose de bidon. Voilà. Et comme je suis Picard, ça se passera à Amiens. On vous demande un contenu optionnel. Ce n'est pas nécessairement renseigné par l'architecte. Là, je suis maître d'ouvrage privé. On passe à l'étape suivante. La localisation du terrain. On va mettre une autre adresse, celle de la tour. Voilà, un maximum d'autocomplétion. Et on passe également à la dernière étape et on vous demande juste l'étendue de votre mission. Vous pouvez être titulaire d'une mission complète, mais vous pouvez, par exemple, être titulaire d'une mission avec une mission complémentaire type OPC. Vous pouvez le renseigner. Et ce champ-là, il est renseigné, il est proposé juste pour vous permettre on va dire, de coller à votre archivage interne en agence. Si vous donnez une référence interne à votre dossier, vous pouvez la rentrer pour la retrouver plus facilement dans le petit bouton qui était au-dessus mes déclarations. Donc là, ici, on va mettre un test webinaire. Et voilà, la procédure est déjà terminée. On enregistre et vous tombez en fait sur une fiche récap. Cette fiche récap, elle fait apparaître le numéro ici, qui est le numéro de la déclaration. Ce numéro, il est à reporter dans le CERFA. C'est celui-ci qui nous intéresse. Vous avez ensuite la fiche récap qui résume toutes les informations que vous avez renseignées au fil de la saisie. Et ce qui peut être intéressant également, c'est au-delà de remplir le CERFA avec le numéro unique, c'est également de joindre dans vos demandes d'autorisation d'urbanisme directement un récépissé. Vous regardez, on a la possibilité de télécharger ce récépissé. Je vais grossir un peu, mais en fait, on offre une deuxième possibilité de vérification au service instructeur
on a intégré un QR code ici qui, si vous le scannez, en fait, il vous emmène directement, je pense que ça fonctionne, je ne sais pas s'il y a assez de luminosité, mais si vous le scannez aujourd'hui, normalement, il vous emmène directement sur le site de vérification qu'on a mis à disposition des services instructeurs. Donc, deux solutions pour elles, enfin pour les communes et les services instructeurs. Soit on renseigne en passant par le site de vérification qui est ici. On a mis l'adresse pour aujourd'hui dans le bandeau, en page d'accueil du site internet de l'ordre. Et vous pouvez renseigner, en fait. On peut prendre le numéro, le renseigner sur cette page-là, et vous retrouvez, en fait, c'est un site miroir, les deux communiquent, et vous retrouvez la même chose. Et le service instructeur peut également télécharger le récépissé de dépôt. Voilà, j'en ai terminé pour ma part. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Maxime. Alors, si on en est bien aux questions, on peut essayer de répondre. Alors, bon, voilà, le sujet, c'est que vous avez déjà posé plus de 200 questions. Vous êtes très nombreux ce soir. Donc, il nous reste un quart d'heure. Je vous propose d'essayer de poser principalement les questions récurrentes. Certaines auront peut-être déjà été trouvées réponses, mais si elles ressortent, c'est que soit ils n'auront pas compris, soit il faut qu'on clarifie la réponse, soit il faut qu'on la précise. Donc, je pose quelques questions. Vincent, si tu veux bien, tu y réponds directement si tu sais. Sinon, tu passes la parole à qui saura répondre. Il y a plein de questions sur la signature des documents, des pièces graphiques et possiblement des notices. Donc, est-ce qu'il faut signer les notices déjà, ou juste les pièces graphiques? Et ensuite, j'ai des questions sur le mode de signature. Alors, l'obligation de signature, elle est effectivement sur les éléments du projet architectural. Donc, il faut signer les pièces qui constituent le projet architectural. Donc, oui, il faut signer les plans et les documents écrits qui définissent le projet. Donc, stricto sensu, il faut continuer à signer les plans et les notices. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu contradictoire avec la dématérialisation, mais finalement, cet acte de la signature de l'architecte, du tampon de l'architecte sur un plan, elle peut continuer, à mon sens, à être faite, ne serait-ce qu'en intégrant une signature et un tampon qu'on mettra en JPEG sur un document avant de générer le PDF. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est cet élément-là qui définit que l'architecte est l'auteur du projet. Donc, sur ce point-là, oui, on continue à signer les pièces avant de les envoyer à l'instruction. Donc, une signature JPEG scannée qui est collée dans nos plans, à la limite, c'est plutôt une bonne solution pour garder la qualité des plans et un PDF plus léger qui est probablement vectoriel et pas scanner des plans à zéro alors qu'on n'a pas le scanner, probablement. Est-ce qu'une signature avec, je ne veux pas citer de marque, mais enfin, si je vais le faire, Adobe Acrobat est compatible aussi? Là, je vais être sec sur répondre à cet élément-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus le recul aujourd'hui sur l'appréciation de la qualité de la signature pour définir qu'elle est valable ou pas. Après, ce qu'on sait, c'est que c'est des choses qui vont se préciser aussi avec l'avancée dans la dématérialisation. Moi, ce que je conseille aujourd'hui, c'est de toute façon de faire cette à minima d'intégrer une signature scannée sur les plans. Si on veut être après un petit peu plus sûr du dispositif, on peut aussi les faire valider par une signature électronique type DocuSign ou celle d'Adobe, qu'importe le processus, à partir du moment où on peut avoir une traçabilité sur le fait qu'on ait signé les plans. Parce que si on se pose cette question-là, c'est bien pour ça, c'est-à-dire qu'on puisse à un moment donné démontrer qu'on est bien l'auteur de ce projet-là. Et puis le dernier point qui, à mon avis, est aussi peut-être un élément de protection pour les architectes, c'est que quand bien même on dépose un dossier en dématérialisation, rien n'empêche d'imprimer un exemplaire et de le faire signer par son maître d'ouvrage. Ça sécurise aussi un petit peu le processus et ça acte un petit peu le fait que les documents établis par l'architecte sont validés et acceptés par le maître
d'ouvrage. Voilà. Donc ça, c'est plus des éléments de protection habituels qu'on avait précédemment, qu'on peut de toute façon reconduire aujourd'hui. Mais il faut, à mon avis, distinguer la problématique de la dématérialisation, c'est-à-dire de fournir les documents tels qu'ils sont demandés par l'administration et qui ont généré à la fois le format et le type de dématérialisation qui existe aujourd'hui, de la question de la responsabilité de l'architecte identifié comme l'auteur d'un projet. Merci Vincent. Alors, il y a beaucoup de remarques sur le fait que tout n'est pas encore bien rodé, qu'il y a certains logiciels qui ne sont pas encore bien calés, qu'il y a des logiciels avec des CERFA qui ne sont pas encore à jour, qu'il y a des maîtres d'ouvrage qui ne s'en sortent pas. Bon, ça, on sait que quand il y a une nouveauté aussi importante, il y a des choses à régler et la plupart sont déjà sur des rails et vont arriver, si j'ai bien compris. Est-ce que tu veux compléter ? Ou peut-être Monsieur Oui, Coste. tout à fait. Je vais dire quelques mots. En fait, il y a quand même déjà 18 000 communes qui sont raccordées à Plateau. Donc, c'est déjà un chiffre important. Et on a aussi 1000 services consultables aussi qui sont accordés. Donc, ça prouve que l'écosystème y monte en puissance, très clairement. Les derniers mois ont montré que le nombre de dossiers aussi déposés est en train de vraiment d'être multiplié par 4, par 5. Donc, effectivement, c'est une telle ampleur, une telle réforme, on n'a pas pu complètement la boucler au 1er janvier 2022. L'année, en fait, va être consacrée à la consolidation vraiment de Plateau et au raccordement des dernières collectivités et des services consultables. Voilà. Oui, je vais juste compléter effectivement sur 2-3 points. Déjà pour dire, on ne l'a pas dit, mais alors on a un certain nombre de remontées dans le fil de discussion qu'on va pouvoir exploiter, mais vous pouvez aussi le faire au travers de vos conseils régionaux quand vous avez des problématiques spécifiques. On a aussi le circuit pour pouvoir centraliser et après essayer de trouver les réponses avec la DGALN. Ce qu'il faut quand même dire, effectivement, pour répondre à ce que tu évoquais, Julien, c'est qu'aujourd'hui, la dématérialisation, ça s'est fait sur la base de ce que M. Coste présentait, donc l'organisation de toute cette suite logicielle pour intégrer le processus. Mais après, pour les services instructeurs, ça s'est décliné et ça se décline aujourd'hui par des logiciels qui sont faits par des éditeurs donc privés. Il y en a 7 de mémoire actuellement qui proposent ce type de service. Donc, c'est aussi pour ça que vous rencontrez des méthodologies et des fois des saisies qui sont différentes. C'est parce qu'il y a plusieurs éditeurs de logiciels. Ça explique aussi pourquoi il y a une différence entre les CERFA, les derniers CERFA qui sont accessibles, donc les versions 09 avec le numéro de déclaration, le numéro de récépissé sur le site de l'ordre, et que celles qui sont en ligne ne sont pas encore à jour. Ça va arriver, puisque les éditeurs de logiciels intègrent cette nouvelle donnée, et le plus gros ou les plus gros devraient normalement mettre à disposition les déclarations à jour d'ici quelques semaines. On a une autre question qui revient régulièrement, très régulièrement. Ce sont habituellement les architectes qui déposent les permis de construire pour leur maître d'ouvrage, même si on sait que c'est le maître d'ouvrage qui décide de le déposer. Mais dans les faits, l'architecte est souvent celui qui imprime, qui va à la mairie. Là, pour l'instant, je crois qu'il ne peut pas le faire directement. Est-ce qu'il y a des solutions ou est-ce qu'il y en aura ? Alors, il y a des solutions chez certains éditeurs de logiciels, c'est-à-dire certains éditeurs de logiciels permettent à quelqu'un qui n'est pas l'usager, on va dire, de se déclarer pour pouvoir remplir le document. Après, il y a quand même, on reste sur le fond du fonctionnement de la déclaration. C'est bien le maître d'ouvrage qui doit le déclarer. Alors, si il veut que ce soit son architecte, dans ce cas-là, il faut l'encadrer par un contrat de mandat pour donner mandat à l'architecte de déposer à la place de l'architecte. Le mécanisme aujourd'hui existe chez
chez certains éditeurs. On en discutait avec M. Coste, peut-être il reprécisera un peu les choses. C'est sans doute quelque chose qui va se redévelopper, mais qui est finalement pas forcément directement dans les exigences qui est imposé aux éditeurs, puisque ce qui est imposé aux éditeurs, c'est vraiment les éléments basiques et fondamentaux d'une déclaration de permis de construire. Est-ce que la dématérialisation a lieu de la même manière dans les départements d'outre-mer? Ils sont aussi concernés, effectivement. Ils sont aussi concernés par la dématérialisation. Donc, ils n'ont pas tout à fait le même niveau d'avancement. Mais voilà, mais ça fonctionne bien. J'ai un problème de micro, c'est bon, on m'entend bien. Voilà. Mais ils sont bien concernés, je confirme. Ils sont bien concernés. Merci. Une autre question qui revient, les pièces complémentaires. Je ne sais pas si vous l'avez dit dans votre exposé, est-ce qu'on peut fournir les pièces complémentaires parfois demandées via dématérialisation? Oui, bien sûr. Alors là aussi, c'est pareil. Ça dépend de la solution que propose l'éditeur de solution. Effectivement, ils proposent chacun leur propre portail. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu. Chacun a son portail. Et dès qu'un dossier est réputé incomplet, le pétitionnaire peut le compléter. Ça fait partie quand même aussi des avancées de la dématérialisation. Au lieu de devoir se déplacer à la mairie pour apporter les pièces ou de les envoyer en recommandé avec accusé-réception, en quelques clics, on complète son dossier et on le renvoie. Donc, c'est aussi un irritant qui était très fort pour les pétitionnaires, puisqu'il y avait entre 60 et 70% des dossiers qui étaient réputés incomplets, avec des délais d'instruction qui pouvaient être très longs aussi pour obtenir un permis de construire. Merci. On nous pose une question probablement à Jean-Baptiste ou à nous, Conseil national. Comment on fait quand on n'est pas en PACA? Est-ce qu'il y a d'autres régions qui ont créé le même genre de carte? Je crois de mémoire qu'il y en a au moins une. Et est-ce qu'il y en aura dans les autres régions? Jean-Baptiste, tu veux commencer? Absolument. Suite à la mise en ligne de la carte, on a été contacté par Auvergne-Rhône-Alpes qui a pris la même initiative. Donc, il y a une carte qui est en ligne, si je ne me trompe pas, de région chez eux. Voilà. C'est intéressant parce que je comprends mieux la diversité des éditeurs de logiciels, la disparité des interfaces que nous avions sur notre carte. Ok. Bon, ce travail qui est très intéressant, c'est des initiatives régionales. On voit PACA, du coup, Auvergne-Rhône-Alpes qui se mobilise. Au Conseil national, on va effectivement attirer l'attention des conseils régionaux sur l'utilité de cet outil. Reporter aussi la conversation qu'on a ensemble ce soir sur effectivement l'intérêt que vous portez sur la question et voir comment d'autres conseils régionaux peuvent initier aussi ce type de démarche. Monsieur Coste, je profite de votre présence. On est sollicité par un certain nombre d'architectes qui nous disent qu'une partie des logiciels se limite la taille des dossiers PDF à 4 mégaoctets. Et visiblement, enfin, je le sais moi-même, ça ne peut pas suffire pour des gros dossiers, notamment quand le projet est d'une certaine taille et donc que les dessins sont grands et nombreux. Je ne sais pas si vous avez moyen de faire remonter ça aux éditeurs de logiciels à terme ou si c'est déjà fait. C'est déjà fait, on discute avec eux. En tout cas, nous, côté plateau, on accepte des dossiers jusqu'à 100 mégas, en fait. On n'a pas vraiment de limite par rapport à plateau. Après, c'est chaque portail SVE qui définit ses conditions générales d'utilisation. Donc, chaque commune, finalement, est responsable de définir cette taille maximum. Nous, on avait exigé quand même, pour les communes de plus de 3500 habitants, 10 mégas. C'est ce qu'on avait mis dans l'arrêté. Donc, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de communes qui font moins de 3500 habitants. Effectivement, 4 mégas, ça paraît un peu faible pour des dossiers un petit peu complexes, oui. Alors, pardon, je reparle du sujet des signatures parce que d'autres questions continuent d'arriver, donc il faut qu'on soit vraiment clair. La signature des pièces graphiques et notices, tout ce qui constitue le projet architectural par l'architecte avec sa signature manuscrite et son tampon, qui ne nécessite pas forcément de tout imprimer, tout scanner, etc., qui peut être intégré directement dans le document PDF initial.
on a parlé de la signature du maître d'ouvrage, mais ça, c'est plutôt pour l'architecte. Ce n'est pas une obligation dans le dossier qu'on dépose en mairie. Est-ce que j'ai... Non, c'est tout à fait ça. Ce n'est pas une obligation. C'est effectivement pas une obligation de faire signer les pièces du permis par le maître d'ouvrage, même si souvent par habitude on le fait. Et alors, certains architectes nous disent je n'ai jamais signé à proprement parler les pièces graphiques. Je vous avoue que moi, au début, je ne le faisais pas. Et puis un jour, il y a une mairie qui m'a dit au fait, vous n'avez pas signé les pièces, c'est obligatoire, c'est la règle. Et du coup, on s'est mis à le faire. Je pense qu'on est tous passés par là. On y arrive au bout d'un moment. On en apprend pour le coup tous les jours. Et voilà, au moins, la vertu du webinaire, c'est que pour ceux qui ne le savaient pas, maintenant, c'est clair. L'intérêt aussi, c'est que le fait de déposer un dématérialisé, on dépose une seule version, donc on n'a pas 10 exemplaires à signer pour ceux qui habitent dans les grandes villes. Je vais aussi, pour avoir vu un certain nombre de questions, rappeler deux, trois choses. Aujourd'hui, on ne peut pas vous empêcher de déposer un permis en dématérialisé dans les communes de plus de 3500 habitants. Donc, je sais qu'il y en a certaines qui ne sont pas prêtes, qui disent qu'elles ne sont pas prêtes, mais stricto sensu, aujourd'hui, elles sont obligées d'accepter un dépôt dématérialisé. Autrement, elles peuvent aussi du coup, fragiliser un petit peu leur propre prise de décision. Mais aussi, dans le même temps, on ne peut pas vous empêcher de déposer encore en papier. Donc, si jamais il y a des problématiques, des fois, de transmission de documents ou de pièces complémentaires, vous pouvez aussi choisir une voie plus traditionnelle et postale. J'attrape au vol une question intéressante que je ne m'étais pas posée jusque-là. Comment l'architecte peut-il être sûr que le maître d'ouvrage a déposé le bon dossier sans modifier les documents? En dématérialisé ou en papier, pas plus ou pas moins, enfin, sauf à aller vérifier après le permis qui aura été validé. Non, mais là-dessus, effectivement, il n'y a pas forcément plus de contrôle possible avec la dématérialisée qu'il n'y avait avant avec la version papier. Quelqu'un a aussi demandé à quand la fin de la version papier. Quand est-ce que, c'est peut-être une question pour Monsieur Coste, est-ce que c'est déjà planifié la date de la fin du permis de construire papier possible? Alors, ça, c'est un véritable sujet. Après, j'aimerais faire le parallèle avec les impôts. Hein. Les impôts, on a mis 10 ans pour imposer en fait le dépôt dématérialisé des déclarations d'impôts. Ça va être sans doute un peu la même chose pour les permis de construire. Évidemment, ça va être très progressif. Ce que je peux dire, c'est que par rapport aux dossiers déposés Plateau, on a quand même déjà 40% des dossiers qui sont natifs numériques, donc qui ont été déposés en fait par un portail. Donc, c'est plutôt très encourageant. Évidemment qu'on doit être inclusif. Hein. On ne peut pas non plus imposer un dépôt dématérialisé. Sinon, on exclurait une part de la population qui n'est pas à l'aise avec le numérique. Donc, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ce qu'on envisage peut-être, c'est peut-être d'obliger les professionnels à faire des dépôts dématérialisés. Ça, effectivement, peut-être que le prochain gouvernement proposera une loi en ce sens. Mais voilà où on en est de cette réflexion. Mais on voit bien que nous, architectes, du coup, on a un rôle à jouer aussi auprès de nos clients, en accompagnement de nos clients, de dédramatiser aussi la question de ce dépôt dématérialisé et de pouvoir les accompagner. Et c'est là aussi, c'est un peu aussi l'enjeu et le sens de la venue de Monsieur Coste. C'est là aussi où nous, on peut accompagner une politique publique et faire en sorte qu'elle se passe bien et qu'elle monte en puissance de façon soutenue, mais en même temps contrôlée et acceptée. On en est à 350 questions. On ne pourra pas répondre à tout ce soir, mais comme je l'ai dit au début, on enregistre ces questions et on va essayer de répondre à la majorité dans des articles qui vont être produits dans les semaines à venir et que vous pourrez retrouver dans le BlocNet, la newsletter hebdomadaire de l'Ordre des architectes. Je vous propose une dernière question qui est posée par plusieurs personnes. C'est sur la maquette numérique, le BIM, les fichiers IFC. Est-ce qu'à terme, un jour, il est envisagé qu'on puisse déposer une maquette numérique? Il me semble que c'est déjà le cas à Paris ou... Je ne suis pas au courant sur ce sujet. Est-ce que quelqu'un s'y répond? En fait, en tout cas, le format BIM est déjà accepté sur Plateau.
Donc, nous, on accepte les formats BIM usuels. Donc, effectivement, côté plateau, on n'a aucune contre-indication. Donc, c'est pareil, hein, c'est-à-dire que si une commune souhaite un service instructeur accepter les maquettes numériques, elles le peuvent. C'est-à-dire qu'elle est aussi en capacité de les lire et de les exploiter. Donc, c'est toujours pareil et ça ne peut pas être aussi le format exclusif. C'est-à-dire qu'ils peuvent déposer le PDF, le plan PDF, plus une maquette numérique. Mais voilà un peu la position. Mais certaines communes, effectivement, déjà les expérimentent et les acceptent. Eh bien, merci beaucoup. On a un tout petit peu dépassé l'heure, donc on va être obligé de s'arrêter. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux ce soir. Ça fait plaisir et ça nous prouve que ces webinaires sont importants et on va continuer à le faire tous les premiers mercredis du mois à 18 h. On se retrouve donc le premier mercredi du mois de mai. Je crois que c'est le 4 mai, je vous le disais en début de webinaire. Merci aux invités, merci à l'équipe technique, merci à tous les intervenants. On se retrouve mercredi dans un mois. À très bientôt et d'ici là, portez-vous bien et bon courage et à bientôt.